La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir un duo d'intervenants, Julien Damon et Pierre Mayer. Julien Damon est enseignant à Sciences Po et HEC, il apporte également son expertise en tant que conseiller scientifique de l'EN3S. Pierre Mayer, quant à lui, est associé chez ICE Partners et également membre du conseil d'orientation scientifique de l'EN3S. Julien Damon, bonjour. Bonjour. Pierre Mayer, bonjour. Bonjour. Ensemble, vous allez aborder la question suivante. La sécurité sociale est-elle favorable à l'égalité femmes-hommes ? Pour commencer, comment peut-on répondre abruptement à une telle interrogation, Julien Damon ? Eh bien, on peut remarquer d'abord que nous sommes deux messieurs pour la traiter. Ce n'est pas une observation totalement anodine. Il y a une féminisation de l'expertise, une féminisation des effectifs dirigeants dans le domaine de la sécurité sociale, mais il est vrai, pour le moment, ça reste majoritairement une affaire de messieurs. On tente, notamment à l'EN3S, de mettre en avant et en œuvre les objectifs de parité, mais ça n'est pas toujours possible. Simplement pour dire que, abruptement, puisque vous me posiez la question, le premier sujet qui me vient à l'esprit, c'est que pour aborder la question inégalité femmes-hommes, vous avez pour le moment deux messieurs. Bon, d'un point de vue plus doctrinal, on peut aussi répondre abruptement à la question posée de savoir si notre sécurité sociale est ou non favorable à l'égalité femmes-hommes. Eh bien, de façon simple, la sécurité sociale est bien plus favorable à l'égalité femmes-hommes qu'elle ne l'était. Ça peut paraître une évidence, mais je souhaiterais en dire quelques mots. La situation aujourd'hui est imparfaite, elle est incomplète, mais les améliorations sont très notables. Historiquement, et c'est là que je suis un rien doctrinal, la sécurité sociale à la française repose sur un modèle familial particulier et qui est particulièrement inégalitaire. C'est le modèle que l'on baptise de Monsieur Gagne-Pain et de Madame à la maison ou Madame au foyer. C'est Monsieur Gagne-Pain car il est l'apporteur de ressources et Madame au foyer traite de la famille au niveau domestique, c'est-à-dire à la maison. Techniquement, en termes de sécurité sociale, le salarié homme est assuré social et sa femme, qui ne travaille pas, mais qui exerce des activités domestiques éminentes, sa femme et ses enfants sont couverts en tant qu'ayant droit. Plus que la sécurité sociale, c'est un modèle de société et c'est un marché du travail qui sont inégalitaires. Historiquement. Et la sécurité sociale reflète, à travers ses premières décennies, depuis 1945, reflète ces disparités et les accompagne. Aujourd'hui, la situation a considérablement évolué et la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes fait même désormais partie des missions de la sécurité sociale. Et Pierre Mayer, comment cela se reflète-t-il du côté de l'assurance maladie ? Alors, comme l'a dit très bien Julien, les dispositifs de protection sociale, ils ont été pour une large part conçus au milieu du XXe siècle par à la fois des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires et ou des syndicalistes qui étaient très massivement des hommes. Et c'est vrai que cette question de genre, de prise en compte du genre, notamment sur la question de la santé, c'est une problématique qui est récente. Aujourd'hui, en matière de santé, il y a une préoccupation beaucoup plus importante sur des pathologies qui touchent les femmes ou qui touchent de manière majoritaire les femmes. Je prends par exemple l'exemple de l'endométriose. La lutte contre l'endométriose, c'est une question, objectivement, il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, on n'en entendait pas réellement parler. Il y a demain également la question de l'ostéoporose. L'ostéoporose est une maladie qui touche plus principalement, je dirais, les femmes âgées. Et ce sont donc des questions, aujourd'hui, en matière de santé, qui sont beaucoup plus portées. Et du côté des politiques familiales, Julien Damon, comment ceci a-t-il évolué ? Bien, ces politiques familiales ont, au fil du temps, profondément évolué. À l'origine, j'ai employé ces termes, il s'agissait bien de protéger ce Monsieur Gagne-Pain, que j'évoquais, et son épouse, Madame au foyer, les protéger de façon différente, liée même, il faut le dire, par le mariage civil. Les prestations familiales étaient de fait et de droit très genrées. Vous aviez une allocation de salaire unique qui visait à ce que les femmes, avec enfants, restent au foyer. Un temps, dans les années 70, au début des années 70, lorsqu'il s'est agi de discuter d'une allocation de parents isolés, qui a longtemps été connue sous son sigle API,
On baptisait le projet l'allocation mère isolée, ce qui faisait ami. Donc, ça ne fonctionnait pas en termes de sigle, mais en tout cas, c'était bien de centrer le sujet d'une prestation familiale sur une situation familiale singulière. Alors, aujourd'hui, le monde des familles et les ambitions ont complètement changé. La politique de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, c'est, en matière de politique familiale, déployée. Elle se renforce chaque année. Et elle permet de suivre ce qu'est la volonté aujourd'hui majoritaire de jeunes couples, extrêmement majoritaire des jeunes couples, c'est la biactivité professionnelle. Je trouve que c'est une formule compliquée pour dire que la politique familiale est là pour soutenir l'activité professionnelle des hommes et des femmes. Alors que la politique familiale soutenait dans ses premières décennies le retrait des femmes du marché du travail, maintenant, son objectif est de permettre à toutes les mères et à tous les pères de pouvoir mieux équilibrer leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles. La politique familiale, ce sont des prestations monétaires, ce sont des services qui sont mis au service, si j'ose dire, de l'ambition plus générale d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il faut peut-être parler d'une ambiguïté fondatrice, d'un élément particulier de la politique familiale qui est le congé parental. Le congé parental permet à l'un des deux parents, mais dans la très très grande majorité, encore aujourd'hui des cas, la mère, de se retirer partiellement ou complètement pour une période qui peut être relativement longue, maintenant jusqu'à 3 ans, jusqu'aux 3 ans du cadet dans une famille, du marché du travail. Alors, quand on dit que la politique familiale a pour objectif de permettre aux femmes de renforcer leur place sur le marché du travail, le congé parental a cet effet pervers, en particulier pour les femmes avec de faibles niveaux de qualification, de les éloigner du marché du travail. Historiquement, la rémunération du congé parental a débuté dans les années 80. C'était même un objectif de lutte contre le chômage. Pour lutter contre le chômage, la politique familiale, extrayait du marché du travail une partie des femmes. Alors, on se sort de cette ambiguïté fondatrice, d'une part en expliquant que la politique familiale relève d'une logique de libre choix, les parents choisissent le mode de garde ou choisissent de passer par le congé parental, mais surtout, on s'en sort aujourd'hui par des politiques qui visent les pères, les jeunes pères, afin qu'ils s'impliquent auprès de leurs jeunes enfants, avec la création et le renforcement d'un congé paternité, avec également des paramètres du congé parental visant à ce que les jeunes pères se saisissent également de cette possibilité. Bon, en tout cas, quand historiquement, l'ambition essentielle de la politique familiale consistait à stabiliser un modèle familial inégalitaire. Une des ambitions aujourd'hui des politiques familiales est de soutenir un modèle familial égalitaire. Pierre Mayer, que dire des inégalités entre les femmes et les hommes du côté de la retraite ? Alors la retraite, c'est vraiment l'exemple de la branche de protection sociale où on considère de manière générale que l'application des règles fait que c'est systématiquement défavorable aux femmes. Et c'est vrai que c'est une préoccupation, cette inégalité des hommes et des femmes devant la retraite, c'est une préoccupation qui a, on va dire, 15-20 ans. Quand on regarde les chiffres, ils sont sans appel. Le montant moyen net de retraite que touchent les personnes de plus de 65 ans, c'est 1 740 € mensuels pour les hommes et seulement 1 100 € pour les femmes. Donc un différentiel de plus de 600 € par mois. Alors évidemment, ce n'est pas le calcul de la retraite, ce ne sont pas les paramètres du système de retraite en tant que tel qui défavorisent les femmes. Ce sont bien les règles qui sont à l'origine du calcul des pensions. Tout simplement parce que le système de la retraite est fondé sur l'activité professionnelle et il repose sur un principe largement contributif. Plus vous avez travaillé, et plus vous avez travaillé à un salaire élevé, plus votre retraite sera élevée. Et c'est ce qui explique aujourd'hui le différentiel entre les hommes et les femmes. On sait qu'un des fondements de la retraite en France, c'est d'avantager, de récompenser les longues carrières, les longues durées de cotisation. Plus on a commencé à cotiser tôt, plus on cotise longtemps, plus il apparaît normal, logique et juste de disposer d'une retraite avant même l'âge légal. Et on sait que les hommes ont été les principaux bénéficiaires du dispositif carrière longue, de pouvoir partir donc à la retraite avant l'âge légal.
Dans ces conditions, les carrières courtes, les interruptions longues que l'on peut observer dans les carrières féminines constituent bien évidemment une pénalisation. Alors il existe des dispositifs pour essayer de compenser cette pénalisation, mais il reste insuffisant. Par ailleurs, on sait que les femmes ont structurellement des salaires moins élevés, ont eu des salaires beaucoup moins élevés et ont encore des salaires moins élevés, notamment en raison d'un différentiel de formation. Et puis, quand on creuse en matière d'égalité professionnelle, on sait qu'il y a un véritable écart de discrimination salariale qui ne s'explique pas par le fait qu'il y a un différentiel de formation. Et sans tomber dans des clichés, les femmes, traditionnellement, savent moins défendre peut-être leur position lors des négociations salariales. Elles savent moins bien négocier leur salaire d'entrée et ont donc davantage de difficultés lors des périodes d'augmentation de pouvoir justifier telle ou telle amélioration de leur sort. Mais il y a quand même 2 bonnes nouvelles. La première, c'est l'augmentation du nombre de trimestres validés par les femmes. C'est-à-dire que les femmes ont des durées de cotisation qui sont de plus en plus importantes et qui vont même dépasser la durée de cotisation des hommes. Les majorations de durée d'assurance, 8 trimestres par enfant, ont joué pleinement leur rôle et on sait que, grosso modo, à partir de la génération née en 1980, donc toutes les femmes qui ont aujourd'hui plus de 44 ans, les femmes auront une durée validée plus importante que celle des hommes, en moyenne. La seconde, c'est bien sûr la réduction des écarts salariaux. C'est un domaine sur lequel la France a essayé de rattraper son retard de manière importante depuis une quinzaine d'années. Et donc ces derniers, hors pension de réversion, étaient ainsi de 37% en 2020, écart entre les hommes et les femmes, contre 45% en 2006. D'après le Conseil d'orientation des retraites, il devrait atteindre donc écart de retraite entre les hommes et les femmes 15% en 2037 et 7,5% à l'horizon 2070. Donc on a une vraie amélioration. Le sujet de l'inégalité femmes-hommes en matière de retraite est désormais celui des inégalités constatées en matière de rémunération, on en a parlé, et de carrière professionnelle, temps partiel, carrière hachée. Alors après, pour peut-être compléter ce tableau général sur les écarts entre les hommes et les femmes en matière de retraite, on peut quand même constater que le système de la réversion aujourd'hui est un correctif important. Le système de la réversion, il va bénéficier très majoritairement aux femmes qui ont une espérance de vie plus importante et donc c'est bien un correctif par rapport au système actuel. Mais il faut rappeler tout de suite que là, il y a une évolution sociologique majeure qui risque d'avoir des effets complètement différents dans les années à venir, c'est que la réversion est liée au mariage. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que sur les générations de sexagénaires, septuagénaires, on a déjà une forte diminution des personnes qui sont mariées. Et donc, cette question du mariage, de prise en compte du mariage et prise en compte du non-mariage, ou absence de prise en compte plus exactement, du non-mariage par rapport à la pension de réversion, ça peut avoir un impact très important dans les années à venir. Alors, est-ce que le droit de la retraite devra évoluer et devra reconnaître le PACS, devra reconnaître le concubinage? C'est une question politique qui, à chaque réforme des retraites, est posée. Et à chaque réforme des retraites, la réponse à ce stade est plutôt négative. Est-ce qu'on pourra rester dans cette situation dans les années à venir? Voilà, la question est sera clairement reposée. Julien Damon, quand il s'agit de lutte contre la pauvreté, notre système est-il favorable ou défavorable aux femmes ? Pour répondre, je dirais d'abord, c'est une forme d'image, que c'est la pauvreté qui est elle-même défavorable aux femmes. Bon, 2 illustrations. La première, c'est ce que Pierre Meyer vient de façon tout à fait claire d'exprimer, c'est le sujet des femmes âgées. Les femmes âgées, ce sont les personnes qui, parmi les seniors, concentrent la pauvreté. Ceci étant dû, il l'a évoqué, Pierre, à la constitution des droits et aux faibles pensions de droit direct et aux faibles pensions de réversion. C'est une incarnation. La pauvreté âgée est une pauvreté de femmes.
La deuxième incarnation est plus connue, au sens où c'est plus massif d'ailleurs, c'est le thème des familles monoparentales. Il y a toujours eu des familles monoparentales, il y a toujours eu des pauvres dans les familles monoparentales. D'ailleurs, les taux de pauvreté sont toujours et ont toujours été les plus élevés dans les familles monoparentales, mais aujourd'hui, il y a plus de personnes, adultes et enfants, qui vivent dans des familles monoparentales que dans les autres types de cellules familiales. Et dans 9 cas sur 10 de familles monoparentales, on trouve à la tête de ces configurations familiales une femme. Donc il y a un sujet de pauvreté âgée des femmes, mais il y a surtout, quand je dis surtout, en effectif, il y a un sujet massif lié à la monoparentalité. Il faut avoir à l'esprit que les évolutions de la cellule familiale et les évolutions du marché du travail constituent 2 des principaux déterminants de la pauvreté. La fragilisation des familles, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de séparations, qu'il s'agisse, pour reprendre les termes de l'excellent Pierre, d'une rupture de Pacs, d'un divorce, quand il y a mariage, ou d'une rupture d'union libre, eh bien cette fragilisation des familles affecte plus fortement les femmes qui ont des revenus plus faibles que leurs conjoints et qui se retrouvent le plus souvent avec les enfants lorsqu'il y a des enfants dans le couple qui se séparent. Par ailleurs, au-delà donc de cette première dimension d'évolution familiale, les évolutions du marché du travail font qu'il subsiste des disparités significatives. Pierre en a dit un mot, avec notamment un temps partiel contraint qui pèse plus fortement sur les femmes. Donc, en matière de lutte contre la pauvreté, pour répondre à votre question, les efforts en direction des familles monoparentales, mais aussi les efforts de réduction du temps partiel contraint, sont des mesures favorables aux femmes. Alors, plus largement, on peut dire, et là je vais être pompeux, que depuis le Code d'Hammurabi, c'est-à-dire depuis 2 millénaires avant Jésus-Christ, une idée phare prévaut, une idée sociale, une idée de protection sociale, c'est les femmes et les enfants d'abord. Eh bien, ceci demeure pour partie vrai. C'est vrai pour l'assistance. L'assistance, en termes modernes, c'est l'aide sociale. Mais pour ce qui relève de l'assurance, et là c'est le domaine, c'est la technique de la sécurité sociale, il n'y a pas de priorité charitable faite aux femmes. Il y a une volonté d'égalité qui permet précisément de limiter la pauvreté. Et à l'avenir, Pierre Mayer, que peut-on envisager ? Alors, on l'a vu pendant tout ce podcast, finalement, on est face à une triple évolution. Des évolutions d'abord de nature démographique, ensuite des évolutions de nature sociologique, et puis des évolutions de nature professionnelle. Donc on voit que ces évolutions sont contrastées. En matière professionnelle, on voit que l'amélioration, l'augmentation du taux d'activité féminin est évidemment une excellente nouvelle. Sur le plan sociologique, on voit que le fait qu'il y aura demain des personnes âgées qui seront beaucoup plus fréquemment séparées présente évidemment une conséquence sur le taux de pauvreté. Mais ce qui est rassurant, d'abord, c'est de voir que cette prise en compte de l'égalité professionnelle joue de manière favorable pour les femmes et leur place dans la protection sociale. Et puis je dirais, pour finalement revenir au point de départ de Julien, il y a beaucoup plus aujourd'hui de femmes, heureusement, qui sont à des postes de responsabilité, notamment députées, et donc dans la conception même des politiques sociales, dans l'évolution même des politiques sociales, il y a et il y aura demain une prise en compte des inégalités de genre, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Merci à vous. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.